Et c'est parti pour les vidéos de fin d'année. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon top 10 des meilleures séries 2019. C'est la première fois que je fais un top comme celui-ci, je suis plutôt content. Et je suis content d'autant plus parce que je trouve que 2019 en termes de séries, c'était vraiment une année de ouf. Et pourtant, dans cette vidéo, il n'y aura pas Tchernobyl, il n'y aura pas The Witcher et il n'y aura pas Game of Thrones. Et on ne perd pas de temps, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Numéro 10, True Detective saison 3. Ah, True Detective. True Detective, la saison 1, pour moi, c'est un souvenir de malade. Elle est sortie il y a bientôt 6 ans maintenant. Et pourtant, elle est dans mon top série ever. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, il y a peut-être un lien qui s'affiche quelque part. J'avais fait un top 10 de mes séries préférées. Par contre, la saison 2, c'est vrai qu'il s'était pas mal chié. Et ils s'étaient chiés en fait parce qu'ils avaient voulu faire un truc beaucoup trop sérieux et beaucoup trop ancré dans la réalité. True Detective, la saison 1, qu'on aime ou pas, en tout cas c'est un petit peu barré dans le genre. À la fin, on tombe vraiment dans des trucs super glauques. Et en saison 2, à part une scène d'orgie, il n'y avait pas grand chose comme scène glauque. Et encore, l'orgie, elle était même pas vraiment glauque. Et cette saison 3 m'a plu. Elle m'a beaucoup plu même. On n'est pas au niveau de la saison 1, mais on est à un niveau qui est quand même très élevé. La saison 3 de True Detective nous parle de deux flics qui enquêtent sur la disparition de deux enfants qui sont partis faire un tour de vélo en forêt et qui ne sont jamais revenus. On les suit comme sur la saison 1 sur plusieurs époques, sauf que à la différence de la saison 1 où les époques étaient racontées l'une à la suite de l'autre, ici on a tout mélangé, histoire d'avoir une narration un petit peu explosée qui ne prendra réellement sens que dans le dernier épisode. Ou pas vraiment, parce que la saison 3 de True Detective, malgré que je la trouve très réussie, à la fin t'as pas non plus The Big Révélation qui te donne envie de revoir toute la saison d'un œil neuf. Mais pourtant il va y en avoir des séries comme ça dans ce top, on en reparlera. Ce que je peux vous dire, c'est que les acteurs sont très très bons, que la mise en scène est excellente, qu'on a vraiment des ambiances différentes en fonction des époques dans lesquelles on se trouve. La saison 3, effectivement, il n'y a pas énormément de scènes fortes. On est dans un polar très noir et plutôt calme, en réalité. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action quand on compare encore une fois à la saison 1. Même, je crois que dans la saison 2, il y avait même plus d'action que ça. Mais ça reste quand même d'excellentes factures. Et j'ai passé un excellent moment devant cette saison 3 de True Detective. Alors si vous hésitiez à la voir parce que la saison 2 vous a déçu, matez-la. Ce n'est pas non plus la saison 1, ça n'atteint pas ses hauteurs. Mais c'est vachement correct. Et c'est très bien. Donc foncez. On passe au suivant. Numéro 9, The Imagineering Story. Yes, I speak English very well. The Imagineering Story est une série documentaire sortie sur Disney+, que j'ai réussi à voir dans des conditions tout à fait légales, j'ai rien fait, et qui nous raconte l'histoire des parcs Disney. Donc on est sur une série qui va retracer un petit peu la naissance du premier Disneyland, du second, du troisième, des attractions qui ont été créées, qui ont été novatrices pour l'époque, et ce qui est bien dans la manière dont c'est raconté, c'est que chaque épisode va traiter une décennie. Donc la série commence dans les années 60 et s'arrête dans les années 2010. C'est une série qui s'adresse à ceux qui sont intéressés par l'histoire des parcs Disney. Et moi, effectivement, ça m'intéresse parce que j'ai eu la carte Disney pendant 3 ans, j'y allais tout le temps et ouais, j'aime bien les parcs Disney quoi, ça m'intéresse. Du coup, on apprend beaucoup de choses. Alors Disney essaye de ne montrer aucun aspect négatif et te faire croire que tout était rose, etc. malgré quelques petits problèmes par-ci par-là, mais globalement tout était rose. Il faut quand même se renseigner derrière, hein. Si vous connaissez pas l'histoire de Disney, de l'entreprise, etc., renseignez-vous un petit peu derrière parce que les documentaires, ils vous parleront que de la face positive, en réalité, des parcs Disney. Mais honnêtement, c'est très bien fait, c'est passionnant. Il y a des trucs quand même qui font un petit peu flipper, notamment quand tu vois la création d'Animal Kingdom. Là, tu as des images carrément qui te rappellent Jurassic Park. Je vais essayer de vous trouver un screen, mais je vous promets rien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai dévoré la saison entière. C'est très bien raconté, il y a du rythme, la voix off est pas mal. Donc voilà, une petite série documentaire sur les parcs Disney qui ne paye pas de mine, mais qui est vraiment très plaisante à voir. Passons au suivant. Numéro 8, Family Business. Ouais, cette fois-ci, je le dis sans l'accent. Family Business est une série Netflix française tenue par Gérard Darmon et Jonathan Cohen
Ça raconte l'histoire d'une famille qui tient une boucherie dont le fils apprend un petit peu en avance que le cannabis va être légalisé dans quelques mois ou quelques années et qui décide du coup d'ouvrir la première bûcherie. Du coup, c'est un jeu de mots qu'il a fait entre la bœuf et la boucherie. Moi, je trouve ça génial. C'est génial. Le principe est mortel. Et du coup, tu vas suivre un petit peu leur péripéties. Ça va être un petit Breaking Bad à la française avec énormément d'humour. On a un caméo, enfin, est-ce que même on peut parler de caméo? Je crois même qu'on pourrait dire que c'est un rôle secondaire de Enrico Macias, qui est hilarant. Enfin voilà, on les voit un petit peu commencer tout doucement, aller à Amsterdam, essayer de trouver de l'argent, des vannes qui font mouche et des personnages très bien campés. Honnêtement, je crois qu'il y a 6 ou 8 épisodes. Les épisodes durent 25 minutes ou au maximum 30 minutes. C'est vrai qu'à la fin, ça partait un petit peu en vrille quand on te présentait un nouveau personnage qui allait être un petit peu l'enjeu de la saison 2. Ce personnage-là, il est haut en couleur, mais peut-être un peu trop, à vrai dire. Mais à part ça, j'ai pris énormément de plaisir à regarder cette série, je l'ai regardée d'une seule traite, j'étais avec un ami, on mangeait des sandwichs, on s'est mis ça et finalement on n'a pas lâché. Et je tiens quand même à souligner que de base, les séries humoristiques, ce n'est vraiment pas mon truc. Demandez à n'importe lequel de mes potes, l'humour, de base, c'est pas vraiment mon délire. Moi je suis plutôt drama, thriller, etc. Donc pour que j'ai kiffé une série d'humour, c'est vraiment qu'elle était réussie. On passe à la série suivante. Numéro 7, Black Mirror, saison 5. Ah, Black Mirror. Black Mirror et moi, c'est une petite histoire d'amour. Je l'avais pas mis dans mon top 10 de mes meilleures séries ever, mais néanmoins, Black Mirror et moi, ouais, c'est une petite histoire d'amour. Enfin, je pense que je suis pas le seul, étant donné le succès de la série, mais ouais, je l'ai découverte assez tôt et j'avais vraiment tout de suite apprécié. Mais je trouve que les saisons 3 et saison 4 de Black Mirror sont quand même en dessous, sachant qu'en plus il y a 6 épisodes au lieu de 3, et selon moi ça faisait un petit peu baisser l'importance des épisodes. Si tu mets plus d'épisodes et plus d'histoires, ça veut dire que les histoires que tu racontes elles sont un peu moins importantes vu que t'en mets plus. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Du coup Black Mirror et moi ouais on était plus vraiment en bons termes on va dire, entre la saison 3 et la saison 4. Mais la saison 5, du coup ils sont revenus au format 3 épisodes, et attention les yeux, chaque épisode est une perle, d'autant plus que dans l'épisode 1, il y a un acteur que j'adore, qui joue aussi dans la série Watchmen, qui avait joué dans The Get Down, je l'avais découvert quand il jouait Cadillac, du coup je l'appelle Cadillac, et je connais pas son vrai nom, mais cet acteur-là, attention, il va falloir suivre sa carrière. Du coup, dans Black Mirror saison 5, on a un premier épisode qui nous parle un petit peu d'amour virtuel, homosexuel, entre deux potes qui sont de base hétéros. Dans l'épisode 2, on a un chauffeur Uber qui kidnappe son client, et dans l'épisode 3, on a Miley Cyrus qui est enfermé dans une intelligence artificielle. Ces 3 épisodes sont une réussite totale. J'ai vraiment adoré. Je les ai pas regardés d'une traite, justement, j'ai regardé un épisode par soir, donc ça m'a pris 3 jours. J'ai pris mon pied. C'était vraiment ouf. C'était toujours aussi philosophique. C'était toujours aussi sombre. Et il y avait toujours cette morale implacable que je retrouvais dans les 2 premières saisons. Effectivement, dans la saison 3 et 4, je trouvais que la morale de l'épisode n'était pas toujours implacable. Là, si. Donc ce petit retour aux sources me fait plaisir. Black Mirror saison 5, je valide à fond. Et on passe à la suite. Numéro 6, Scream. Ah, en parlant d'histoire d'amour, Scream. Ma première vidéo d'analyse de film, je crois. J'avais analysé la quadrilogie, je vous mets aussi un petit lien quelque part, c'était ma première analyse de film, et du coup c'est là que je suis tombé un petit peu amoureux de ce format. Et il faut savoir que les 2 premières saisons de Scream qui sont sur Netflix et qui de base étaient produites par MTV, je détestais. Vraiment, j'ai regardé 2 ou 3 épisodes de la saison 1, j'ai regardé le dernier histoire de comprendre qui était le tueur. Ensuite, pour la saison 2, je crois que j'ai regardé juste le dernier histoire de savoir qui était le tueur aussi. Enfin voilà, c'était pas passionnant, c'était cliché au possible. On avait des couleurs criardes, des personnages hauts en couleurs qui ne correspondaient pas du tout à l'ambiance qu'on peut trouver dans un Scream. Le masque de Ghostface, sans commentaire. Et là, dans cette saison 3, qui n'est pas une suite, mais qui est plutôt un reboot, Ghostface a de nouveau son masque emblématique. Rien que ça m'a donné envie de regarder à nouveau. La série, au lieu de faire une dizaine ou une douzaine d'épisodes, se contente uniquement de 6 épisodes. Donc on est sur une narration qui est quand même très raccourcie. On est sur une histoire de vengeance, de famille, d'un frère jumeau qu'on pensait être mort mais qui peut-être ne l'est pas et revient se venger.
c'est vraiment passionnant. Les personnages sont incroyables, ils sont clichés. Oui, ils sont clichés et ils sont caricaturaux. Mais ça fonctionne, parce que Scream a toujours eu des personnages caricaturaux et clichés. Revoyez ma vidéo. Ouais, je fais un peu de pub. Du coup, on suit un personnage principal qui est avec ses amis de lycée, qui sont menacés par le tueur, qui vont essayer de survivre, qui vont essayer de découvrir qui se cache derrière le masque, et qui vont surtout utiliser les règles du cinéma pour s'en sortir. Ce qui est l'essence de Scream. Après, effectivement, la série quand même, elle manque un petit peu de sang et elle est un petit peu plus orientée ado. Voilà, Scream, on sentait que c'était plutôt pour les jeunes de 18-25 ans, alors que là, cette série-là, on sent que c'est plutôt pour les 12-18, quoi. Il y a une différence de public qui est visée. Cependant, ça reste de qualité. Le twist de fin m'a surpris. Bah, je valide, quoi. Allez, série suivante. Numéro 5, The Boys. Alors The Boys, je pense que tout le monde l'a vu, étant donné le succès qu'elle a eu. Et effectivement, selon moi, ce succès est mérité. The Boys nous raconte l'histoire d'un monde dans lequel les super-héros sont acceptés. Voilà, c'est un petit peu semblable à Avengers, etc. Et on a un personnage dont la petite amie se fait malheureusement tuer par un super-héros. Il essaye de demander justice, mais il se rend compte que les médias et les super-héros font tout pour étouffer l'affaire. Du coup, il va rejoindre un groupe de terroristes, je sais pas comment les appeler autrement, afin de faire la guerre aux super-héros qui sont en réalité de vrais salauds. C'est génial, c'est incisif, c'est transversif, c'est violent, c'est très vulgaire. The Boys, j'adore. On a le personnage de Karl Urban qui est complètement taré. On a le type qui jouait dans Banshee, je me souviens plus de son nom parce que j'ai pas regardé Banshee. Ouais, je sais, il faut que je regarde Banshee. On a l'acteur du coup principal de cette série qui joue l'équivalent un petit peu de Superman. On a l'actrice qui jouait dans American Horror Story, je crois, qui joue ici l'équivalent de Wonder Woman. Ouais, je connais pas tous les noms, désolé. En tout cas, le casting est vraiment superbe. Les effets spéciaux sont magnifiques. Ça fait un petit peu penser à Kick-Ass et Kingsman. On est dans la même ambiance. On est dans l'aventure drôle, violente, vulgaire, mais quand même avec des enjeux qui tiennent la route et qui sont solides. Et le twist de fin de saison, j'en parle pas, mais vivement la saison 2. Numéro 4, Euphoria. Alors, Euphoria, c'est une série que je ne conseille pas à tout le monde. Si dans votre vie vous êtes plutôt triste, plutôt malheureux et que vous pouvez avoir des idées noires, ne regardez surtout pas cette série parce que c'est badant. Mais badant de ouf. Euphoria nous raconte l'histoire d'une adolescente interprétée par Zendaya qui se sent mal dans sa peau, qui prend de la drogue, qui essaye de faire croire à ses parents qu'elle n'en prend plus. On va suivre un petit peu sa vie dans son lycée, et on va suivre aussi d'autres lycéens qui appartiennent ou non à son groupe d'amis. Ce qui fait qu'on se retrouve à suivre environ 5 ou 6 personnages différents, dont un personnage transgenre, ça fait plaisir, parce que on n'en voit pas souvent. Et Euphoria dispose d'une justesse d'écriture, une justesse de ton, sur ce qu'est l'adolescence et c'est quoi être un adolescent aujourd'hui aux États-Unis en 2019, même si j'y vis pas, je sens quand même que là, on est dans quelque chose qui se rapproche vachement de la réalité. Les acteurs sont incroyables, les enjeux sont bouleversants, il y a du sang, il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a beaucoup de situations très tendues et de situations très dangereuses. Vraiment, Euphoria, ça m'a mis une grosse claque cette année. Je vous conseille de la voir, d'autant plus qu'on a des idées de mise en scène qui sont incroyables, qui rappellent un petit peu Inception. Et ouais, Euphoria, c'est une série qui élève encore un petit peu plus le niveau en termes de mise en scène dans les séries. Parce que ça te propose des choses que t'as jamais vues à la télévision. Donc ça fait super plaisir. On passe à la suivante et on arrive au podium. Numéro 3, Peaky Blinders, saison 5. Ah, Peaky Blinders. Peaky Blinders et moi aussi, ça c'est une grande histoire d'amour. D'autant plus que je suis fier de dire que saison 1, épisode 1, j'étais au rendez-vous. Vraiment, le tout premier épisode de la toute première saison, j'étais là et je connaissais avant tout le monde. Et du coup, je disais autour de moi, mais regarde Peaky Blinders, c'est un truc de fou. Et effectivement, aujourd'hui, quasiment tout le monde regarde. Donc ça fait super plaisir. Sachant que le showrunner a dit qu'il était chaud pour faire 8 saisons et peut-être aussi des films intercalés ou une fois que la série sera terminée. Ouais,
Parce que Peaky Blinders est une série dont la qualité ne baisse jamais. Peut-être que l'intérêt peut baisser, notamment je me rappelle de la saison 3, je crois qu'elle était un petit peu molle, mais au final la saison 4 elle a vachement relevé le niveau avec Adrien Brody qui arrivait en grand méchant, enfin bref. Peaky Blinders, du coup ça nous raconte toujours l'histoire de la famille Shelby, qui est une famille de mafieux, qui au fil des saisons et des aventures a fait quand même beaucoup d'argent, et là l'enjeu de cette série c'est de se lancer en politique. Et quand Thomas Shelby se met à la politique, il oublie pas d'où il vient le gars. Mais pas du tout. Peaky Blinders est toujours aussi bien réalisé, Peaky Blinders est toujours aussi violente, Peaky Blinders possède toujours des décors aussi réussis, et Peaky Blinders a encore et toujours d'excellents acteurs. C'est une série qui est magnifiquement réalisée, qui possède des musiques rock qui sont totalement anachroniques, d'accord, mais qui sont super stylées. Quand Thomas Shelby marche au ralenti dans ses entrepôts, qu'il y a des flammes derrière, qu'on voit les mecs qui sont en train de bosser et tout, et que lui il est là, il marche avec sa casquette, sa veste, sa clope. Non, Thomas Shelby aujourd'hui est devenu un personnage presque culte et j'en suis ravi parce que honnêtement, il le mérite. Du coup, si vous n'avez pas vu cette saison 5 de Peaky Blinders ou si vous ne connaissez pas la série, regardez au moins le premier épisode. À la fin du premier épisode de la saison 1, vous allez dire ok, je dévore tout de suite. La saison 1, elle y passe. Surtout qu'une saison, c'est 6 épisodes. Bon allez, on passe à la série suivante. Numéro 2, Watchmen. Il faut savoir que la série Watchmen a été créée par le showrunner de Lost et de The Leftovers. Alors Lost, j'ai pas vu, j'ai un pote qui a l'intégrale, il m'a prêté le premier DVD, j'ai tenu 3 épisodes et après je me suis dit bon allez, je sais que la fin est claquée, que ça répond à rien, donc laisse tomber, j'ai déjà vu la post-logie, ça me suffit. Mais par contre The Leftovers, c'est l'une de mes séries préférées, du coup bah j'étais très curieux de voir Watchmen, étant donné qu'elle possède le même créateur, Damon Lindelof. Damon Lindelof, ça y est, je l'ai bien dit. Watchmen est donc une suite directe aux comics d'Alan Moore. L'histoire se passe 35 ans plus tard, en 2019, où nous voyons que la société a évolué, où les flics ont le droit de se masquer mais n'ont plus le droit de porter leurs armes, et où l'activité de super-héros est devenue interdite par la loi. Nous suivons donc le personnage d'Angela, qui est policière, dont le chef a été pendu à un arbre, et elle va comme ça essayer un petit peu de mener l'enquête et comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le chef de la police a été pendu à un arbre. Alors cette série, les 4 premiers épisodes, on sait pas trop où on va. On sait pas trop où on met les pieds, on tâtonne un petit peu, on a beaucoup de questions, aucune réponse, etc. Mais à partir de l'épisode 5, tout devient plus clair, on commence à avoir une intrigue qui se dessine, et à la fin de la saison, tout prend sens. Cette série Watchmen a été conçue comme une mini-série, donc toutes les questions qui sont posées en début de saison ont une réponse à la fin. Il y a éventuellement quelques toutes petites portes ouvertes qui restent là pour une potentielle saison 2, mais l'essentiel de l'intrigue est résolu à la fin de la saison. Et quelle intrigue! Quelle intrigue, mes aïeux! Ah, elle va loin cette série, hein. Elle va loin. Je ne spoilerai pas, mais sachez qu'on est dans une histoire qui est quand même du même level que le premier Watchmen. Par contre, si vous n'avez pas lu le comics et que vous n'avez vu que le film de Zack Snyder, il y aura une subtilité qui vous manquera, notamment au niveau de la fin, de ce qui se passe à la fin de Watchmen. Il y a une subtilité qui change entre le film et le comics. Alors pour ceux qui voudraient regarder la série mais qui n'ont vu que le film et qui n'ont pas envie de se taper le comics, ce que je peux comprendre, il faudra que vous alliez sur Wikipédia après avoir vu l'épisode 1 pour comprendre le délire de la pluie. Voilà. Le délire de la pluie, ça arrive à l'épisode 1. Si vous comprenez pas, un petit coup de Wikipédia, tout est clair. Et ça va mieux. Bon, c'est l'heure du podium. La série que j'ai le plus préférée en 2019, il s'avère que c'est pas une série, en tout cas pas au sens où on l'entend. Vous allez voir. Numéro 1, L'attaque des Titans, saison 3. Ou Shingeki no Kyojin saison 3, oui, on est d'accord. L'attaque des Titans nous raconte l'histoire d'Eren Yeager qui vit dans un monde médiéval, un petit peu imaginaire, en tout cas c'est pas notre monde quoi, dans lequel vivent des titans, c'est des humains à forme un petit peu bizarre qui essayent de manger tout ce qui passe, donc c'est très dangereux, et qui vivent du coup dans des villes fortifiées, entourées de murs que les titans essayent de franchir. Enfin ça c'est le postulat de la saison 1, parce que j'ai envie de parler de la saison 3, mais je veux pas donner de détails. Ce que je peux dire sur cette saison 3 de l'attaque des Titans,
c'est que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je n'étais vraiment pas prêt. Et n'importe qui regarde l'Attaque des Titans ou lit le manga n'est pas prêt. C'est pas possible d'être prêt. Parce qu'à la fin de la saison 3 de l'Attaque des Titans, on a l'un des meilleurs twists que j'ai vus dans ma vie. Et pourtant, des twists, je m'en suis bouffé. Hein. J'ai regardé 24, l'intégrale. Et ce fameux twist nous fait revoir toute l'histoire d'un angle nouveau. C'est un twist qui remet tout le statu quo de la série en question. Et quand on regarde la fin de la saison 3, on a envie de se rebouffer l'intégralité des premières saisons en sachant qu'on regardera l'œuvre d'un œil nouveau, d'un nouveau point de vue. C'est pas le même manga, c'est pas la même histoire. Et pour réussir à faire ça, faut vraiment être fort. Cette saison 3 de l'Attaque des Titans dispose aussi de personnages qui sont toujours aussi intéressants, toujours aussi creusés. Vraiment, les tourments des personnages sont au cœur de l'action et de la série. On a des visuels qui sont super forts, on a des combats badass, on a des scènes d'action qui mixent dessin en 2D et CGI et qui sont plutôt réussis. Vraiment, la saison 3 de l'Attaque des Titans, je crois que j'ai jamais rien vu d'épique. En tout cas, en animé ou en série télé. Je n'ai rien vu d'aussi épique. C'était dingue. Et dire qu'au début de la saison 3, j'ai failli lâcher. Parce que le début de la saison 3, effectivement, il est un peu longuet, on comprend pas trop ce qui se passe, etc. Mais tout prend sens. C'est ouf. Vraiment, je peux rien dire, j'ai pas envie de spoiler, donc je ne peux rien dire. Mais l'Attaque des Titans, si vous avez envie de vous regarder un animé, je vous conseille celui-là. Remarque, c'est connu, hein, peut-être que vous connaissez déjà. Mais si vous connaissez pas l'Attaque des Titans, regardez. Il y a des personnages incroyables, il y a des enjeux dingues, des tourments très touchants, des révélations ouf, et pas qu'à la fin de la saison 3. Hein. À la fin de la saison 3, c'est un énorme twist. Mais avant, on a quand même des beaux twists, en saison 1 et en saison 2. Une prouesse d'écriture comme j'en ai rarement vu dans ma vie. Et pourtant, je suis pas du tout branché manga. Hein. En dehors de Dragon Ball et Death Note, les mangas, c'est pas mon truc. Mais l'Attaque des Titans, ouais. Ouais. Alors regardez-la, et sachez qu'arrivé à la fin de la saison 3, vous aurez envie de la revoir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo des top séries 2019. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi en commentaire quel est ton top série 2019. N'hésite pas à aller voir le top et le flop film, je te mets un petit lien aussi quelque part. Et puis voilà, prends soin de toi, à très bientôt. Salut!